good picture of Steve. Roger roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe d'ORLM revient sur le MacBook. Quel bilan faire de cette machine sexy après 6 mois d'utilisation? Est-il possible d'en faire son Mac principal à l'heure où la rumeur prête à Apple l'intention d'appliquer la même recette à tous ses portables? Faut-il privilégier un iPad Pro, voire une Surface? Débat! Bonjour à tous, soyez le bienvenu dans le studio de Dailymotion qui nous accueille chaque semaine pour ORLM, alias On refait le Mac. Vous en avez l'habitude maintenant. Dailymotion nous diffuse chaque semaine en exclusivité dès le vendredi soir, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur Dailymotion. Vous serez prévenu en temps réel de la publication d'une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler du MacBook Retina, un accessoire indispensable du MacBook Retina. Il est tellement fin et tellement léger, il faut le protéger. Regardez, il faut une housse et nous avons la chance ce soir d'avoir un annonceur qui nous offre plein de housses ce soir pour notre audience, pour ceux qui nous regardent. Be Easy fête ses 10 ans et à cette occasion, il vous offre des robes Be Easy en néoprène qui protègent parfaitement tous les MacBooks, toutes les tailles. Vous aurez toutes les tailles, vous pourrez choisir la taille que vous voulez. Il y a 20 exemplaires qui sont à gagner ce soir donc pour 20 housses pour votre MacBook Pro, MacBook Air. 10 robes et 10 robes camouflées en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Soyez attentifs, bien sûr, la réponse, elle va vous être glissée. Et je me demande même si elle n'a pas déjà été glissée, donc soyez bien attentifs. Voilà, donc du MacBook Retina, pour en parler avec nous ce soir. Paul Rony, l'anthropologue du Mac et le Benjamin de cette émission. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va bien? Bah écoute, pas trop mal et toi? Tu t'es bien amusé avec le MacBook Retina, c'est toi qui l'as surtout utilisé, pour être honnête. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu pas mal m'en servir. Effectivement, je vais pouvoir en dresser un petit bilan. On va pas dévoiler le. Ouais, tu es passé du MacBook Pro 15 pouces, ultra puissant, assez lourd, même si le Retina est quand même plus fin que les anciennes générations, à la machine la plus légère du parc d'Apple, voire presque plus légère que l'iPad Pro qu'on a également là. C'est ça, c'est plus léger qu'un iPad Pro avec un clavier en gros. C'est très agréable comme machine, on va voir un petit peu. Et c'est vrai que la transition, pour moi, n'a pas été trop rude parce qu'on gagne tellement en portabilité, en légèreté, que bon, finalement, on est prêt, en tout cas moi qui bouge tout le temps, à faire certains compromis en échange d'une telle machine. Alors quel usage, quel profil, à qui s'adresse cette machine? On va également en discuter avec Rodrigo Sepúlveda-Schultz, investisseur, entrepreneur, qui s'occupe notamment d'un nouveau fonds en capital risque, Expone Capital. Bonjour Rodrigo. Bonsoir Olivier, bonsoir Paul. Alors c'est la machine à avoir dans les présentations, dans les forums que tu assistes régulièrement. C'est la machine sexy par excellence, Rodrigo, le MacBook Retina. Je ne l'ai pas encore beaucoup vu, je crois que je l'ai croisé 2 fois seulement. Bon, écoute, on va en parler dans un instant. Et dernier chroniqueur ce soir, il s'agit de Julien Gay, le rédacteur en chef de Clubic, le partenaire média de cette émission, en duplex depuis la rédaction de Clubic à Lyon. Bonsoir Julien. Bonsoir Olivier, ça fait plaisir de te retrouver et surtout de voir la nouvelle coupe de cheveux de Paul. Je suis sous le charme. Plus on s'approche des fêtes, plus il a les cheveux courts. On va voir comment il va finir l'année. Bien. Avant de rentrer dans le détail de cette machine, on va faire le point justement avec Paul Rony sur le chiffre de la semaine. Alors Paul, quel est donc le chiffre de la semaine? Eh bien Olivier, le chiffre de la semaine, c'est 5,7. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? On va le voir tout de suite. C'est le nombre de Mac vendus au dernier trimestre de l'année 2015, donc au Q4 2015. 5,7, c'est pas beaucoup Mac, 5,7 Mac. C'est beaucoup. Et surtout, la courbe des Mac. 5,7 millions. Pardon, oui, excuse-moi. Excuse-moi. 5,7 millions de Mac au dernier trimestre 2015. On voit que la progression est continue sur 8 trimestres et même avant cela. Ouais. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Mac progresse là où l'iPad semble stagner, voire régresser maintenant. L'iPad Pro, on va le voir, va peut-être inverser cette tendance, mais on ne sait pas très bien comment ça va se faire. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ces derniers chiffres, le petit MacBook serait la star incontestée. Ce serait, d'après Ming Chi Kuo de chez KGI, le Mac le plus vendu, juste devant le MacBook Pro Retina 13 pouces. Donc, même si c'est une machine extrêmement radicale, comme on l'a dit, elle aurait trouvé son public. Donc ce serait le booster des ventes des Mac qui n'avait pas forcément besoin, mais qui est encore un peu qui est encore grossi. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est l'antithèse de l'iPad, on le voit. C'est vrai que c'est impressionnant la manière dont les ventes augmentent trimestre par trimestre quand on compare.
et on se demande où le plafond va être atteint. C'est un peu l'antithèse, mon cher Julien, de ce qui se passe dans le monde PC. On se pose beaucoup de questions depuis des mois, des années, par rapport à Apple et sa stratégie du tout tactile avec l'iPad Pro, et pas du tout tactile du tout sur le Mac, alors que Microsoft tente d'autres choses plus originales avec Surface notamment. On s'aperçoit qu'en tout cas, au niveau des ventes, ça semble être le bon choix. Alors ça tombe bien parce que on vient d'avoir les chiffres effectivement de vente des PC et vous vous enthousiasmez pour 5,7 millions d'unités vendues, mais sur 2015 on aurait vendu à peu près 163 millions d'ordinateurs portables. D'accord. Donc Je pense que, alors au total sur 2015, donc le chiffre de 5,7 c'est sur le dernier trimestre si je dis pas de bêtises. Si on fait le total, ça fait quoi 4 ou 5 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près, par an. En gros, à la louche. Voilà, donc une fois que je vous ai ramené à la réalité des chiffres de PC qui est quand même un petit peu différente, il est vrai qu'il est clair qu'il y a un déclin des chiffres de vente PC depuis quelques années déjà, notamment parce que sur les marchés émergents qui ont un temps été un relais de croissance, la croissance est moindre sur les ventes de PC. Et effectivement, on a toujours un marché. La vraie question, Julien, c'est de savoir si Windows 10, cherche. est-ce qu'on a aujourd'hui dans les chiffres que tu as en main, des signes que Windows 10 et la stratégie de l'hybridation. Alors ça, je peux te répondre. J'allais effectivement, comment dirais-je, rebondir là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a un effet Windows 10? Est-ce qu'il y a un effet Non, il n'y a pas d'effet Windows 10 sur les chiffres de vente sur les chiffres de vente de PC pour l'instant. Il n'y a pas de hausse. Il y a un marché qui est toujours en déclin, un déclin qui ne s'accentue pas mais qui continue sur sa décroissance, mais il n'y a pas d'effet Windows 10 clairement. Alors Rodrigo, qu'est-ce que tu penses de ton côté de ces chiffres selon Paul et ce site et KGI Sécurité surtout. Le MacBook Retina serait donc la locomotive des ventes. On sait que c'est une machine très premium, très très chère, qui coûte vraiment très cher. Est-ce que c'est ça la bonne stratégie, encore une fois? Plutôt que les volumes, on sait qu'Apple est loin d'être leader, Julien l'illustrait en termes de volume. Oui, et d'ailleurs les chiffres que je vous donnais, c'est source IDC. Oui, source IDC, donc c'est pas la même source. Est-ce que c'est ça la bonne formule? C'est-à-dire qu'Apple exploite à fond sa stratégie premium, un ordinateur bijou? On connaît les chiffres d'Apple depuis un assez gros moment. Tu sais, à peu près 80% du chiffre d'affaires d'Apple, c'est les machines sous iOS, essentiellement les différents iPhones et un peu les iPads. 10% c'est les activités annexes et 10% de son chiffre d'affaires, c'est les Mac. Et sur les Mac, on se dit ça ne représente pas grand-chose, mais ça représente 90%. Les choses sont en train de changer, Paul, sur le Mac. Juste, Rodrigo, effectivement, tu as raison, mais quand même, le Mac, au dernier trimestre, c'était 16%, quasiment 17% du chiffre d'affaires. Alors certes, c'est rien par rapport à l'iPhone qui était à quasiment 60%. C'est la division qui progresse le plus en dehors de l'iPhone. Exactement. Mais on reverra tout à l'heure dans le busomètre que l'iPhone, d'ailleurs, il commence à y avoir des inquiétudes, mais passons. Tu disais, Rodrigo, pardon. Oui, je disais qu'ils avaient une part de marché qui était supérieure à 90%. Dans les vieux chiffres que je connais, je n'ai pas regardé les derniers earnings, sur les ordinateurs qui valaient plus de $1100. Donc effectivement, ils sont très bien positionnés, ils ne sont pas concurrencés là-dessus. Ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont 2 ou 3 cibles de gens qui achètent. Il y a les absolus Mac fans qui vont acheter n'importe quoi. Il y a ensuite les gens qui ont beaucoup d'argent et qui achètent n'importe quoi. Et puis aussi, il y a des ventes qui font avec des contrats. Ça, on le sait peu, on en a parlé une fois. Il y a toute une équipe grand compte chez Apple qui place des ordinateurs dans les grands comptes entreprises en volume. Et ce n'est pas à ce prix-là qu'ils les vendent, c'est des prix discountés, mais ça existe aussi. Donc effectivement, il y a un marché pour Apple là-dessus. Et la tendance de fond, quand même, est sur, comme ordinateur, la tendance de fond est sur le smartphone et sur les tablettes. Ouais. On va voir, c'est une big transition. On va parler dans un instant justement de quelle cible et quels usages. L'entreprise notamment, ça peut être un vecteur pour doper les ventes. Tu parlais d'IBM. Oui, parce que Apple a quand même signé avec IBM pour 800 000 MacBooks. Justement, pas ce modèle-là, mais des MacBook Air Pro et peut-être un peu de cela. C'est quand même beaucoup. 800 000, ça fait quasiment un cinquième du chiffre. Entre Apple et IBM. Pardon, Julien? Non, je dis, c'est bien, vous vous souvenez qu'il y a eu une annonce entre Apple et IBM. Oui, on a mal à voir les fruits. En tout cas, elle s'exprime en vente pour les employés d'IBM, en tout cas.
j'ai pas vu beaucoup de concrétisation de cette annonce. C'est vrai. Bien, on va essayer de comprendre un J'ai petit pas peu. un épisode. Il y a beaucoup de questions on nous a beaucoup interrogé sur que vaut véritablement cette machine. Elle est très sexy, c'est une évidence. On va essayer d'y répondre point par point. Alors, que vaut le MacBook Retina 12 pouces? On commence par le design, peut-être, Paul. Pour la première fois depuis un bon moment, Apple a cassé ses codes design. C'est une évolution, hein, c'est pas un bouleversement, mais il emprunte beaucoup de choses qui sont issues plutôt de la galaxie iPad, et notamment les couleurs. Alors les couleurs, oui. Après, ce que tu disais sur casser ses codes design, je suis pas vraiment d'accord. Parce qu'on a quand même vraiment l'impression d'assister à une réduction, un MacBook Air qui se serait fait rouler dessus, et le MacBook Air était déjà un MacBook Pro qui s'était fait rouler dessus. Donc, en fait, là, on a le même mouvement qui s'était amorcé en 2010. Il y avait eu les nouveaux MacBook Air, les premiers à être à peu près abordables, qui avaient ensuite infusé dans la gamme MacBook Pro avec le Retina. Et aujourd'hui, ce mouvement va se réamorcer. Le MacBook va infuser vers les MacBook Air, vers le MacBook Pro. Donc effectivement, on a toujours ce langage en forme qui va en s'affinant vers le bord. Mais surtout, effectivement, on a de nouveaux éléments, les couleurs qui viennent des iPads et des iPhones. Donc, et on va le voir, un nouveau gris clavier, classique, un nouveau iPad. comme ton MacBook Pro que tu as là. Alu, normal. On l'a dit, hein, déjà, il n'y a plus le rétroéclairage comme j'ai ici sur cette machine. Maintenant, c'est un effet, je vais vous le montrer. C'est un insert. Voilà, c'est un insert, il n'y a plus de rétroéclairage. Une machine extrêmement fine, hein, on voit, elle est vraiment, on se demande comment on peut faire moins, on se demande où est cachée l'électronique là-dedans, notamment l'écran, hein, qui est l'un des écrans les plus fins, si ce n'est pas le plus fin de la gamme Apple. Hein. C'est le plus fin de la gamme Apple. Si vous comparez un iPad Pro à côté, regardez, hein, ça vous donne une idée de la finesse de l'écran du MacBook Retina. Et surtout, alors comment il vieillit concrètement? Comment il a vieilli cette machine que tu as là? Est-ce que c'est une nouvelle matière? C'est quoi? C'est de la peinture? On sait que dans ses choix précédents, lorsqu'il y avait des couleurs un peu plus sombres, notamment sur l'iPhone, il y a eu des gros problèmes de peinture qui avaient tendance à s'écailler. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de ce côté-là depuis que tu l'utilises? Eh ben écoute, non, c'est un modèle gris anthracite, donc justement c'était celui sur lequel on craignait le plus de voir, tu sais, de grosses rayures blanches apparaître en découvrant de l'aluminium qui est en dessous. C'est teinté dans la masse, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc Apple n'a pas répété les erreurs de l'iPhone 5 Black. Non, absolument pas. À la rigueur, il faut vraiment le scratcher. J'ai pas essayé, mais je pense qu'en mettant un coup de clé dessus, on se retrouve avec une belle rayure. Effectivement, ça ne masque pas les rayures, aussi bien que de l'alu gris clair comme ton MacBook ou celui que j'ai sous les yeux. Mais là, vraiment, après quand même plusieurs mois d'utilisation, c'est une machine qui va très bien, qui n'a aucune rayure, qui est extrêmement solide, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est extrêmement compact. On n'a absolument pas peur. La charnière fait même moins fragile que sur les MacBook Pro classiques, puisqu'elle est en métal. Le MacBook est entièrement en métal. Donc au contraire, non, ça fait vraiment qualité, quoi. C'est un petit tank en alu. Ouais. Julien, de ton côté, est-ce que tu as vu, toi, l'équivalent en termes de qualité dans le monde PC? On sait que Microsoft a dégainé des jolis produits récemment. Aujourd'hui, c'est le summum de ce que sait faire Apple en matière de qualité de production. Et ça a l'air de bien, mets-le plutôt là. Mais ça a l'air de bien plutôt vieillir, Julien. Oui, clairement, c'est une très belle machine. Donner un équivalent dans le monde PC, c'est compliqué, notamment parce que j'en ai pas en tête qui me viennent spontanément. Microsoft, effectivement, va avoir des surfaces, mais c'est plutôt des tactiles, 2 en 1, détachables, dont on enlève le clavier. Donc il y a une question d'usage qui est différente, mais même en termes de finition, il faut reconnaître que la finition de ce MacBook est assez exceptionnelle. Moi, j'ai plein de choses à dire sur cette machine et on le fera dans le déroulé de l'émission. En termes de finition, Apple fait son travail habituel. Sans révolution, mais c'est l'état de l'art. Par contre, je rejoins pleinement Paul sur un point, c'est que pour moi, ils n'ont pas cassé leur code de design. Ouais, tu as raison. Il y a quelques ajustements à la marge, mais on reconnaît tout à fait le design typique des MacBooks. Ouais. Rodrigo, c'est quand même une machine extrêmement sexy aujourd'hui. Hein. On peut dire que c'est presque une machine de représentation au vu de son prix. On parlera des performances dans un instant. Je sais pas, si tu compares par rapport aux anciens MacBook qui étaient très très laids en plastique blanc et noir, de mémoire. Bon, ils n'étaient pas très beaux non plus. Hein. Ça ressemble, pour moi, ça ressemble à un MacBook Air plus petit et en particulier, il y a une finition avec une couleur qui n'est pas dans les autres. Space Gray et Gold. Bien. C'est même du Gold. Hein, ouais. Moi, j'ai juste un petit problème, c'est que je deviens presbyte et je trouve que l'écran est trop petit pour moi.
J'ai vérifié après avec mes gros doigts et le clavier est comme un MacBook Air, il n'y a pas de souci. En revanche, pour l'écran, c'est un peu petit pour moi. Donc, Mais c'est pas forcément la bonne cible, mais c'est une très belle machine et effectivement, si elle était moins chère, on aurait accès à beaucoup plus de gens. On va voir que certainement, elle devrait logiquement baisser en prix si elle suit la courbe. Il y a une stratégie. La courbe du MacBook Air. On a vu que le MacBook Air, lorsqu'il est sorti, le premier modèle est un modèle haut de gamme, et puis c'est devenu finalement l'entrée de gamme. Donc, comme tu l'as dit ici justement, Paul, ça va infuser dans la gamme, mais n'allons pas trop vite sur la conclusion de cette émission. Mais c'est quand même intéressant, pour terminer sur le côté design, Rodrigo, qu'Apple emprunte depuis quelques années, voire quelques mois avec l'Apple Watch, de plus en plus d'éléments du secteur du luxe, du secteur de la mode. Je dirais un ordinateur Gold, c'est pas tellement très très commun, et c'est ça aussi qui semble être un nouvel facteur d'achat aujourd'hui sur le marché. On regarde bien sûr la simplicité d'usage, la fonctionnalité, on regarde le rapport qualité-prix. Là, Apple a, enfin en tout cas sur le prix, beaucoup d'efforts à faire. Mais Olivier, oui, Julien. Le luxe, ça se résume pas à de l'or. Oui, mais en tout cas, ils empruntent les codes. L'or est une notion associée au luxe, je veux bien, mais on ne peut pas résumer le luxe à juste, un coloris or. C'est un peu... Oui, mais c'est pourtant ce qu'ils font. Que je sache, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ça. Si tu suis, le luxe, on refait le pas Mac tout à depuis fait quelques mois. ça. Il y a une excellente finition dans le luxe, mais il y a aussi un sentiment d'exclusivité. Et d'éternité, non? Non, pas forcément. Je suis assez d'accord avec Julien, mais... Dans le sens où tu as quelque chose qui n'est pas très répandu partout ailleurs, ça plaît. Vous voyez, j'ai troqué à nouveau mon Apple Watch pour ma vieille Breguet. Ouais. Je suis très content de retourner, dans mon univers du luxe parce que on la voit pas beaucoup, alors que l'Apple Watch, maintenant, on commence à la voir un peu plus tôt. Ouais. Parlons maintenant du confort et de l'ergonomie. Ça, c'est vraiment son point fort, Paul. Une machine extrêmement légère, plus légère qu'un iPad Pro. Pas plus légère qu'un iPad Pro. Alors là, en fait, il y a 30 grammes d'écart. Il y a quand même quasiment 300 grammes. Là, tu as 920 grammes. 220 grammes, autant pour moi. Et là, tu es à 730. Ouais. Donc, tu as 200 grammes. Mais tu ajoutes un clavier à ceci. Oui, là, oui. Celui-ci risque de reprendre l'avantage. Ouais. Avec la housse Logic Riot, est à 1,4 kg. Il est plus lourd qu'un MacBook Air. C'est énorme. Mais là, oui, effectivement, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est un Mac de poche. Tu te balades avec un appareil sous OS X, donc qui n'a pas ce qu'on pourrait appeler certaines tares de l'iPad en productivité, dans ton sac, et ça prend la même place quasiment qu'un iPad Air 2. Voilà, donc c'est quand même... Pour ça, c'est une machine assez superbe. Après, ça vient avec énormément de compromis. Donc effectivement, tu parles d'une ergonomie géniale. C'est le cas parce qu'il est super léger, il est super fin. Moi, quand je le glisse entre deux cahiers ou deux bouquins, je le vois même plus. Je le sens même plus dans mon sac. La batterie tient pas toutes ses promesses, mais on en parlera plus tard. Et le gros problème, c'est qu'effectivement, tu es mobile, mais du coup, parfois, tu es un petit peu handicapé par cette surmobilité. Est-ce que quelque part, on n'est pas victime de cette ultra-mobilité? Je pense notamment à l'écran. Regardez, Apple a réintroduit un format d'écran qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps chez Apple. On avait vu ça depuis le PowerBook avec le 12 pouces. On sait que sur un MacBook Air, le 11 pouces, c'est juste impossible de travailler de manière confortable. On peut saisir du texte, aller un peu sur Internet, mais franchement, c'est impossible. Il vaut mieux privilégier le MacBook Air 13 pouces. Est-ce que tu t'es senti à l'étroit dans cette petite dalle de 12 pouces? En fait, il y a quelque chose qui est bien par rapport au MacBook Air 11 pouces, c'est que ici l'écran est plus haut. C'est-à-dire qu'on a quitté ce format 16 neuvième, c'est le seul de la gamme Apple à être en 16 neuvième, le MacBook Air 11 pouces. Ouais. Là, on est sur du 3,5, quasiment du 16 dixième. Ouais. Donc pour travailler, ça va. C'est-à-dire qu'on n'a pas un document texte qui s'affiche avec des bandes noires, en gros. Donc on peut écrire, on peut travailler, et surtout comme c'est un écran Retina, tu peux tricher. C'est-à-dire que la définition de base, celle à laquelle il est réglé quand tu le sors de la boîte, est beaucoup trop petite, puisque tu te retrouves avec encore moins d'espace de travail qu'un MacBook Air 11 pouces. Tu es en 1120 par 720. C'est rikiki. C'est ridicule. Donc, tu vas dans les préférences système, dans Moniteur, et tu peux, si tes yeux te le permettent, parce que ça devient quand même un petit peu plus petit, monter jusqu'à l'espace de travail disponible sur un 15 pouces en sortie de la boîte. Donc là, tu peux commencer à faire des choses. Mais du coup, tu consommes plus de batterie et tout. Donc, il y a une balance à trouver, et vraiment, et je crois que je l'ai dit dès la fois où je l'ai vu, ce sera une machine parfaite quand il y aura un modèle 14 pouces dans le format du MacBook Air 13 pouces. D'accord, donc on va rester sur un nombre pair pour les dalles, pour les diagonales. C'est intéressant. La résolution de l'écran peut grimper, c'est un écran Retina, ça peut grimper jusqu'à 2304 par 1440 pixels. Non, tu n'y as pas le droit dans les réglages moniteur. C'est une information capitale, Julien. Vas-y, répète, parce qu'on est dans le consommateur. Non, mais tu n'as pas... Justement, c'est pour répondre à ton point. Pour revenir au sujet, à savoir l'ergonomie, la finesse, quels sont les choix en matière d'ultra portabilité? C'est dur à dire du côté du monde PC, Julien. On se dirige plutôt vers des machines hybrides qui sont aussi très fines, mais des tailles d'écran qui sont totalement différentes des choix d'Apple.
Oui, on est plutôt sur du 13 pouces. Aujourd'hui, l'équivalent, tout à l'heure, tu me posais la question, je pense, le modèle le plus évident en équivalence par rapport au MacBook Retina, ça va être un XPS 13 chez Dell, qui a un écran qui est effectivement pas sur le même ratio et qui est en 13 pouces, quoi. Du coup, sur la résolution, pour terminer mon point précédent, effectivement, Rodrigo a tout à fait raison, on s'en fout du 2303 par 1440, mais ça explique pourquoi, comme Rodrigo nous disait qu'il devenait un peu myope, pourquoi il a du mal. C'est que plus tu augmentes la résolution sur un écran de cette taille, plus les éléments deviennent petits et difficilement lisibles. C'est ce que je voulais dire, en fait. Ouais. Surtout à mon âge, et au tien, Rodrigo, quand tu disais que tu avais commencé à avoir des difficultés de vue pour un écran, et s'il faut zoomer dedans, ça devient problématique. Pas de difficulté. Ouais. Je deviens juste vieux, mes yeux sont usés. Non, tu bonifies, c'est la nuance, Rodrigo. On conseille beaucoup à des utilisateurs de MacBook Air 11 pouces d'utiliser un écran externe. C'est aussi le conseil que tu donnerais pour ce modèle-là ? En fait, ce modèle-là, moi, je le vois comme le PowerBook Duo réincarné, si tu veux. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'était une machine en fait qu'on emmenait avec soi, qui avait les mêmes défauts que celle-là à l'époque. Oui, et quand on rentrait chez soi, on l'insérait comme une VHS dans un dock qui ressemblait à un Mac de bureau. Électrique, qui l'éjectait vraiment comme un magnétoscope. Ouais. Et donc, je préconise un peu les mêmes usages pour cette machine. Tu es chez toi, grâce à l'USB-C, tu branches un seul câble dans lequel tu as alimentation, périphérique, écran, tu t'en vas, tu tires un câble, tu fermes, et tu es mobile. Mais chez soi, effectivement, travailler à un bureau toute la journée dessus, c'est peut-être un peu petit quand même. Ouais. Et c'est vrai que c'est le constat qu'on a fait en préparant cette émission, Paul. Ce qui manque finalement à cet ordinateur pour vraiment répondre à tous les besoins et vraiment soit véritablement ton ordinateur principal lorsqu'on le disait en préambule, c'est justement un dock, tu le disais, une solution qui permet de le brancher en une seule prise. Alors l'USB-C permettra de le faire, on va parler de la connectique dans un instant. Et c'est vrai qu'Apple ne l'a pas conçu et laisse à ils nous l'ont dit en off, à des constructeurs de périphériques tiers le faire. On sait que ça existe en Thunderbolt. Il y a quelques adaptateurs qui commencent à arriver, mais un vrai dock qui accueille tout l'écosystème du bureau, de la maison, le moniteur, l'imprimante, l'USB, l'Ethernet, parce que l'Ethernet c'est un problème sur cette machine, elle est que Wi-Fi. On attend de voir, il est assez impatient de voir la suite. Ce qui a surpris toujours pour continuer sur l'ergonomie, la finesse, c'est le clavier. Apple nous en a fait des tonnes sur ce clavier, Paul, avec un clavier révolutionnaire, des touches qui offre un confort miracle. C'est vrai qu'en termes de... Tiens, prends celui-ci, on va mettre le mien à côté. Vous voyez que les touches sont plus grandes que sur un ordinateur qui a une taille plus importante. Ça, c'est une vraie réussite esthétique. Est-ce que, dans les faits, en termes de confort d'utilisation, tu as regretté le bon vieux clavier rétroéclairé de ton MacBook Pro ? Alors, lui, je l'ai détesté 1 heure. Mais vraiment. Parce que la frappe est très sèche. Parce que vraiment, au début, je me suis dit, c'est comme un iPad. Ouais, j'ai l'impression de taper sur une dalle. J'ai l'impression de taper sur une dalle, avec quand même un petit peu de course. Il y a un petit peu de course quand même. Ouais. Et puis finalement, au fur et à mesure, je pense qu'aujourd'hui, je tape aussi vite dessus que sur un clavier comme le tien. Et même, je pense que je tape un peu plus vite, puisqu'il y a des manières de taper assez étranges. Tu peux glisser d'une touche à l'autre, comme elles sont presque plates. Tu peux vraiment... voilà, je trouve que finalement, on s'y fait très bien. Peut-être que j'en voudrais pas sur mon bureau. Voilà, en clavier mécanique avec un iMac. Le Magic Keyboard n'a pas repris ce mécanisme, on le rappelle. Ouais. Il est resté sur un mécanisme à ciseaux, plus petit. Et là, on a un nouveau mécanisme, donc le mécanisme papillon qu'on voit derrière, avec qu'on retrouve aussi dans la Smart Keyboard, dans la Smart Cover Keyboard de l'iPad Pro. En QWERTY, ouais, magnifique. Voilà. Donc ce clavier-là, voilà, il faut s'y faire. Si on s'y fait, franchement, il n'y a pas de problème, on tape aussi vite. Ce qui est le plus décontenançant, c'est peut-être pas ces touches aussi basses, aussi larges, c'est les flèches en fait qui sont devenues plus grandes et du coup, on n'a plus les 2 petits repères qu'on avait avant. On va montrer là, tiens, vas-y, on va faire. Regardez ici, on va changer sur moi. Effectivement, les grosses flèches sur le côté, bon, c'est vrai qu'on c'est un détail, mais on travaille un petit peu avec. Presque quand même. En aveugle sur son clavier. C'est vrai que ça a changé, mais il va falloir s'habituer parce que, comme vous le disiez, Paul, en préambule, ça risque de se généraliser, mais n'allons pas trop vite. Autre évolution importante, et puis un petit mot peut-être sur le rétroéclairage. Apple nous en avait fait des tonnes aussi sur le rétroéclairage. Je ne sais pas si on ne voit pas très très bien parce qu'il y a tellement de lumière ici dans le studio de Dailymotion, que c'était le meilleur rétroéclairage jamais conçu, que l'homogénéité était meilleure que sur MacBook Pro. On a vu que ce n'était pas forcément vrai ça dans les faits. C'est même assez faux pour certaines touches, puisqu'en fait, contrairement au MacBook Pro, il y a une nappe en fait, qui va rétroéclairer le clavier. Ici, vous avez une diode par touche.
Donc c'est censé effectivement faire en sorte que chaque touche ait la même illumination. C'est pas le cas. Il y a des touches qui sont moins bien éclairées que d'autres. Alors Parce qu'elles sont plus petites, par exemple. elles sont tout plus simplement. petites. Ouais. Est-ce que c'est un problème de production sur certains exemplaires, ce qui serait déjà quand même très embêtant, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose à revoir? On verra dans les prochaines versions, mais en tout cas, pas de changement notable. Ouais. On ne peut pas faire tout un pataquès sur le clavier rétroéclairé du MacBook. Et puis pour avoir fait un petit sondage avant le début de cette émission auprès de quelques utilisateurs de MacBook, au niveau des claviers, ce qui leur déplaît beaucoup, notamment chez un usage des filles qui ont des ongles assez longs, c'est le bruit que peut faire la frappe. Voilà, c'est un détail, mais c'est vrai que c'est une flaque assez sèche. On va montrer. Ouais, et puis... et voilà, on l'entend bien. Il est difficile de le cacher. Notre ingénieur du son, si on l'utilisait, serait un peu embêté. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la volonté d'Apple d'en faire des tonnes sur ce qui n'est juste qu'un clavier. Et un clavier qui, de prime abord, je pense, a déçu tout le monde, parce que tout le monde, comme Apple en avait fait des caisses, a voulu l'essayer. Ouais. Et le premier contact avec ce clavier est plutôt rebutant. Alors moi, j'ai pas le recul nécessaire pour savoir si effectivement, comme Paul, on s'y habitue et au final, on trouve que c'est pas si mal, mais c'est vrai que les premiers contacts, moi, ce que j'ai pu essayer, j'ai absolument pas accroché au clavier et je préfère de loin le clavier de mon MacBook Air 13 pouces. Ouais, c'est difficile effectivement de faire le switch. Est-ce que le switch est mieux passé pour le nouveau trackpad Force Touch avec donc un retour haptique? Est-ce que là, de manière générale, tu es passé de l'un à l'autre sans problème, sachant qu'il n'y a plus de bouton sur ce clavier-là? Alors, effectivement, sur ce trackpad, pardon. Ça c'était assez bluffant, c'est-à-dire que si on ne nous l'avait pas dit, on ne l'aurait Continue. On ne l'aurait pas vu en fait. C'est-à-dire que ce trackpad Force Touch, effectivement, ne bouge presque pas. Il y a un tout petit jeu d'à peine un demi-millimètre ou un millimètre. La glace bouge un petit peu quand même. Et en fait, tout est simulé. C'est-à-dire que l'impression de clic vient du même haptic feedback que celui de l'Apple Watch ou de l'iPhone 6S. Donc c'est le Taptic Engine. Donc, quand j'appuie et ça marche ici, très bien. Alors, je ne sais pas si on l'entend au micro. Attention, on va ouvrir mon micro. Attendez le clic-clic. Mais entièrement d'accord avec Julien, laisse écouter le clic-clic, s'il te plaît. On l'entend pas, j'entends pas. Attends, on va mettre près du haut-parleur. Vous ne l'entendez pas. Bon, bref, en clair, c'est un haut-parleur qui fait le clic. C'est pas un clic mécanique comme sur mon iPad, comme sur mon MacBook ici. Mais vous l'entendez à 10 km. Je crois que ça fait la deuxième fois ou la troisième fois depuis le début de cette émission que je suis entièrement d'accord avec Paul. Effectivement, si on ne nous l'avait pas dit, on n'aurait pas vu la différence. Donc, pourquoi avoir changé en fait? Parce que sinon, ça me rappelle le lancement du Mac Pro G5, je ne sais pas si vous vous souvenez. 2003, mais sinon ça tenait pas en fait, Julien, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ouais, en termes d'épaisseur, mais du coup, c'est juste, c'est encore une fois toujours la même histoire, design ou fonction, quoi. Ah bah là, on n'a rien perdu. Pour le coup. C'est vrai que c'est intéressant la question. Est-ce qu'en clair, pour faire plaisir à l'obsession de la finesse designer d'Apple, quoique la finesse, on en parlera en fin d'émission, on apportera quelques surprises, on verrait le coup de cœur de Julien, on n'a pas quelque part perdu en termes d'ergonomie, franchement? Non, alors là, pour le coup, non, on n'a pas perdu en termes d'ergonomie. Non. Alors après, effectivement, il y a des choix dans cette machine. Il y a des nouveaux gestes qui ont été introduits également avec. Il y a un nouveau geste, en fait, si vous voulez, ce trackpad a une fonction, tu le disais, il s'appelle Force Touch. Il y a une raison, c'est parce qu'il permet, comme l'Apple Watch, d'avoir un clic secondaire, on a l'impression d'enfoncer le doigt. Par exemple, vous êtes dans QuickTime, vous voulez accélérer une vidéo, vous placez votre curseur au-dessus du logo accéléré, et plus vous appuyez fort, vous allez passer à 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, 60 fois. Ça, c'est assez marrant, mais ça ne sert à rien. Ouais. Pareil pour la vraie fonction Force Touch, qui est, quand tu es dans Internet, de définir un mot dans le dictionnaire. En fait, ça ne sert quasiment à rien. Donc, voilà. Mais en plus, ça a déjà été adapté par les nouvelles générations de MacBook Pro 13 et 15. Retina, donc il semblerait que ce ne soit pas simplement une volonté de finesse, mais que ça se généralise à l'ensemble de la gamme. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question de savoir jusqu'où ça peut aller en termes de finesse, et on commence à atteindre quand même la limite physique, sachant qu'en dessous, on l'a vu lorsqu'on enlève tous les composants, on va parler des connecteurs, je vous rassure dans un instant, qui est si décrié, ce connecteur unique du MacBook Retina, on sait qu'il reste quasiment plus de place pour la carte mère qui est grande comme celle d'un iPhone. Ou d'un iPad plutôt. Tu peux expliquer que la puissance ne soit pas forcément au rendez-vous. On va en parler, mais moi je vais te dire la prochaine chose qui va sauter des Macs, c'est le port jack, comme sur tous les autres appareils Apple probablement. C'est la connectique qui prend le plus de place aujourd'hui. Si tu le prends, c'est pour ça que je l'ai mis de ton côté, pour que tu aies plus de facilité à le prendre et que tu montes le port jack. Effectivement, si on regarde de ce côté, vous avez je ne sais pas si on le voit bien, il y a un port jack ici, voilà. On ne le voit pas bien parce que c'est un modèle gris sidéral, mais en gros, voilà, le port jack prend toute la hauteur
de la base en fait, alors que l'USB-C, on pourrait encore, si Johnny Ive vraiment devient psychotique, on peut encore raboter quelques dixièmes de millimètres, quelques millimètres et faire une machine encore plus fine. Et l'étape ultime, voilà, vous le voyez sur la vidéo, l'étape ultime, c'est probablement de supprimer tous les ports des Mac portables, mais ça, ce ne sera pas avant 5 ans, en tout cas, on l'espère. Alors, en termes de surprise, de bonne surprise par contre, malgré l'extrême finesse de cette machine, tu me disais en préparant cette émission, c'est le rendu audio, les haut-parleurs. On conclut là-dessus avant de passer au busomètre. Laisse-le là-bas, tu peux le mettre là, mais laisse-le à ta gauche en tout cas. Les haut-parleurs, donc ça, ils ont changé de place. Ils sont ici en fait. Vous le voyez, ils sont juste au-dessus du clavier. C'est un placement qu'on n'avait pas connu chez Apple. Ils ricochent plus sur l'écran comme ici sur mon ordi. Ils sont juste là. Et ils servent sur l'ordi, je ne sais pas si vous le voyez sur mon ordi ici. Ils sont, vous les voyez peut-être là, sur la tranche, au-dessus ici. Voilà, et elles sont ici. Voilà, ici, ils sont ici. Et à moitié sous le clavier aussi. À moitié sous le clavier, donc ça ricoche sur l'écran, boum boum, et ça arrive jusqu'aux esgourdes. Là, ça arrive, voilà, c'est en face avant. Là, ils sont vraiment là, en fait, ils sont cachés par cette petite grille. Il y en a 4 tout petits. Mais non pas 2 comme autrefois. Et non pas 2, et qui font vraiment un son impressionnant. C'est-à-dire que ça fait plus de bruit, cette petite bête-là, quasiment, qu'un MacBook Pro 15 pouces. Ouais, voilà, c'est impressionnant. Et autre chose, petit raffinement que Phil Schiller avait confié à Mashable, je crois, dans une interview, les haut-parleurs font antenne Wi-Fi aussi. Voilà, il y a une bande de plastique qui est collée au haut-parleur qu'on ne voit pas évidemment, puisque la charnière est en métal et que c'est elle qui faisait l'antenne. Maintenant, les antennes Wi-Fi sont intégrées au haut-parleur. Petit raffinement qu'on ne remarquera jamais, mais que Phil Schiller tenait à préciser. Donc en clair, petite parenthèse pour conclure ce sujet-là avant de passer au busomètre Paul. Par rapport justement à l'iPad Pro que tu as à côté, pour de la consultation, on a vu, il est extrêmement fin, il a un écran 16 dixièmes, pour lire une vidéo c'est quand même agréable, d'avoir un vrai 16 dixièmes plutôt qu'un écran 4 tiers sur ton iPad Pro. Tu as une autonomie qui est largement respectable, vu que toute la place qui est disponible c'est pour de la batterie, hein, c'est la même chose pour l'iPad. Est-ce qu'en matière de... C'est quelque part une excellente machine de divertissement pour voir de la vidéo, je dirais pas pour jouer, mais voilà. c'est presque l'usage qu'on pourrait faire d'un iPad à t'écouter. Tu pourrais, et moi en fait je le vois plutôt comme justement au contraire, comme la machine qui permet de travailler partout. Mais évidemment pas du montage vidéo, de l'After Effects. Je pense que notre réalisateur François ne pourra jamais monter l'émission là-dessus, ou alors il lui faudra de nuit blanche. Je ne suis pas sûr que l'émission arrive en temps et en heure. Voilà. Ça. Il peut y arriver, il faut un disque dur externe pour stocker, parce que là, celui interne va être un peu juste. Donc on va avoir des problèmes. Ouais. Donc comme machine de divertissement, oui, si tu te cantonnes à écouter de la musique, regarder des vidéos, aller sur Internet, et si tu veux, même l'iPad le fera mieux pour lire des magazines, pour t'offrir des jeux qui commencent à être très bons sur iOS. Le clavier, c'est quand même plus agréable d'avoir juste un écran en face de soi et puis le tenir à bout de bras. Et voilà. Non, mais les garçons, il faut vous projeter dans l'avenir. Ouais. Des machines comme ça, dans quelques années, ce sera juste l'écran, le clavier et une carte de communication. Tout le reste, la CPU sera dans le réseau, le stockage sera dans le réseau, la mémoire sera dans le réseau. On aura complètement découpé la machine de Turing, on aura en local l'input-output et tout le reste sera dans le réseau. C'est ce que Scott McNealy rappelait le net computer il y a des quinzaines d'années. Mm-hmm. Et pourquoi ça ne s'est pas produit il y a une quinzaine d'années alors? Parce qu'effectivement, c'est pas nouveau comme concept. Parce qu'en termes peut-être de composants, en matière d'intégration, on n'était pas arrivé à... On n'avait pas la vitesse de calcul, on n'avait pas le business model de l'OPEX versus le CAPEX, on n'avait pas la variabilité des coûts, et puis on n'avait pas aussi... non, mais ça aurait très bien pu marcher dans le monde de l'entreprise. Non, c'est ce qui explique... Ça a fait un four total. Julien, ce qui explique que la première Microsoft... Pas vraiment, Citrix a quand même bien marché dans plein d'endroits. Hein. Ce qui explique que la tablette PC de Microsoft n'ait pas fonctionné, que l'iPad, oui, c'était peut-être trop tôt en matière de capacité, de puissance, de finesse, d'autonomie et surtout d'approche produit, d'intégration logicielle matérielle. On sait qu'Apple a apporté beaucoup à ce moment-là. Ils n'ont pas inventé la tablette avec l'iPad, mais ils ont su apporter quelque chose au bon moment et c'est certainement le bon moment. Le tempo, c'est important, on l'a vu avec l'Apple Watch où justement elle peine un peu. On va en parler justement de l'Apple Watch si vous êtes d'accord dans le busomètre. Alors Paul, quel est le busomètre, le classement des rumeurs de ces dernières semaines? On avait fait une petite pause comme tu n'étais pas là. Oh, mais vous m'avez manqué. Bon, on préfère que ce soit toi qui le fasses. Alors, cette semaine, on va parler de tout, d'iPhone, d'Apple Watch, de Mac. Il n'y a qu'une chose qu'on ne retrouve pas, c'est l'Apple Car. Ah oui, bon, mais ça va revenir. Hein. T'inquiète pas, en janvier, ça va revenir, je ne suis pas inquiet. Alors, quelle est la rumeur top numéro 1? La première rumeur, c'est un nouvel iPhone 6C pour début 2016. Là, tout le monde en parle, donc on se dit quand même qu'il devrait finir par arriver.
Qu'est-ce que c'est que l'iPhone 6C, même, Olivier? Même printemps. Hein, Même printemps, début, mars. Alors c'est quoi En l'iPhone 6C concrètement? C'est un iPhone 6 Lite? En fait, imagine que ton iPhone et mon iPhone est un bébé. Oh là. Voilà. Donc c'est un nouvel iPhone de 4 pouces. Je suis très inquiet pour le bébé. qui serait en métal et non pas en plastique comme l'iPhone 5C. Donc ce serait un iPhone 6 réduit avec un écran de la taille de mon iPhone 5. Les composants, on ne sait pas très bien, ce serait à mi-chemin entre le 5S et le 6S, donc probablement un A8, 1 ou 2 Go de RAM, 32, 64 Go de stockage, enfin, on verra bien. Mais un modèle un petit peu, on va pas parler low cost, mais entrée de gamme. Un peu plus abordable. Aujourd'hui, c'est l'iPhone 5S qui a ce rôle-là. Mais c'est vrai qu'en termes de design, il commence à dater un peu. Voilà, mais il y en a qui aiment cette taille d'écran, j'en fais partie. Oui, c'est vrai. Non, mais en plus, il tient vraiment dans la poche. Le mien, le 6 Plus, c'est un peu plus compliqué. Deuxième rumeur. Deuxième rumeur. Une Apple Watch 2 en mars 2016, vous commencez un petit peu à voir ce qui se dessine pour 2016. Il y aurait une keynote d'ici la WWDC, la conférence des développeurs. Voilà une bonne nouvelle. Est-ce qu'on reparie une bouteille de champagne? Bah oui, c'est tout. Écoute, on n'est plus à une bouteille de champagne près. Donc, il y aurait ce nouvel iPhone 6C. La star du show, ce serait l'Apple Watch 2. Qu'est-ce qu'elle aurait de nouveau? Une caméra FaceTime, une batterie qui tiendrait un peu plus longtemps. Elle pourrait être un peu plus fine, mais c'est pas sûr du tout. Et surtout, Apple dévoilerait des bracelets connectés pour que les possesseurs d'Apple Watch première du nom ne se sentent pas lésés. Donc on aurait des bracelets intelligents qui exploiteraient le petit port en fait qui est caché derrière le bracelet. Donc tu as mis 4 étoiles parce que tu y crois, et au-delà, mars, ça correspond à peu près à la même période de l'année dernière, où il y a déjà eu une keynote, où Apple a refait une keynote pour expliquer l'Apple Watch que c'était pas bien passé dans les C'était pas clair du tout, et c'est toujours pas très clair voilà, parfois. Toujours. Et puis c'était là que justement le MacBook Retina a été présenté à la surprise presque générale l'année dernière. Si la rumeur de l'Apple Watch 2 s'avère exacte, ça serait intéressant parce que ça veut dire que Apple se dirigerait vers un cycle de renouvellement annuel de l'Apple Watch, comme la plupart de ses produits mobiles. La plupart de ses produits. Il y a quelques exceptions, comme on l'a vu sur l'iPad Air par exemple, qui n'a pas été renouvelé, ou sur l'iPad mini qui semble passer sur des cycles différents. Mais du coup, intéressant, donc à voir. Dans l'oreillette, on me soufflait le Mac Pro. C'est pas annuel, non, mais ça c'est le Mac. Ça va attendre. C'est tous les 5 ans le Mac Pro. Non, le Mac Pro, ce sera... T'inquiète pas, dans 5 ans, tu pourras changer ton Mac Pro. Le Mac Pro, ce sera la WWDC, j'en suis presque sûr. Voilà. Troisième rumeur, un nouvel Apple TV 5 pour 2016, alors qu'on vient de sortir le 4. Alors celle-là, tu as mis 4 étoiles quand même? Non, mais pas possible. Pourquoi 4 étoiles? Explique-nous. Non, alors là, c'est un bug. Je vous demande pardon, je vais en cacher 2. Voilà, moi j'en mettrais 0. Hein. Voilà, 2. Moi j'en mettrais 0 pour le Ronny. Hein. Alors cette rumeur émane de la chaîne de production, on pense que c'est plutôt des tests pour voir un petit peu, pour voir pour de futures générations, puisque l'Apple TV 4... En fait, cette rumeur, juste pour en parler 2 secondes... Allez, vas-y, fais ton crawler. De prime abord, je me suis dit, c'est complètement connard, ils vont pas lancer 3 mois après un nouveau produit. Ouais. Puis je me suis souvenu de l'iPad 3 Retina, donc, qui était sorti assez vite. Qui a adopté le nouveau connecteur Lightning, très rapidement. D'un connecteur Lightning, et je me suis dit, tiens, bon, qu'est-ce qui manque vraiment à l'Apple TV actuelle? C'est la 4K. Pourquoi pas en mars un modèle 4K avec peut-être... Oui, mais pour en avoir discuté avec des gens à qui j'ai pas le droit d'en discuter, tu vois ce que je veux dire, ils m'ont fait comprendre que l'Apple TV tel qu'il est aujourd'hui gère très bien déjà la 4K, mais que c'est juste une mise à jour logicielle qu'il faudrait. L'iPhone 6 par exemple. Écoute, il faudrait surtout un port HDMI 2.0 qui supporte vraisemblablement le HDCP 2.2. Donc je suis pas sûr que actuellement dans l'Apple TV actuelle, il y ait ce qu'il faut pour faire de la 4K. En tout cas, le processeur n'est pas une limite. Allez, on recommence. HDMI, explique-nous ce que c'est, et HDCP, explique-nous ce que c'est. Alors vas-y. HDMI, c'était la connectique vidéo, tout le monde connaît, sauf qu'il faut la version 2 pour faire de la 4K dans de bonnes conditions à 60 images secondes. Ce qui n'est pas le cas de l'Apple TV aujourd'hui. Voilà, et à ma connaissance... Pourquoi il faut la 2 et pas la 1.1 ? Parce que la 1.1 ne supporte pas la 4K, donc tu peux avoir un port HDMI de base, mais il ne supportera pas la 4K. Donc il faudra un port HDMI 2.0. Ou alors, tu passes en 1.4B, qui doit être probablement la norme actuelle sur l'Apple TV. Et dans ces cas-là, tu n'as pas l'intégralité, tu n'as pas les 60 images secondes, par exemple. Oui, tu as 30 images par seconde, mais tu gères la 4K, donc j'avais pas complètement faux, on est bien d'accord. Tu peux faire du PowerPoint. Donc tu nous as tenu la jambe pendant 20 minutes pour rien, Julien. C'est ça. Et juste pour terminer, Julien, c'est parce que quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le port qui change?
J'aime bien quand il fait Il n'y a le mail. rien. Non, c'est juste en soit des didactique. specs de la bande passante. Et pour faire passer plus d'images par seconde à des résolutions supérieures, il y a besoin de plus de bande passante. Donc simplement, entre chaque version du HDMI, il y a des évolutions de bande passante qui permettent effectivement de répondre à de nouveaux besoins, tout simplement. Allez, Et on juste est en pour retard. passer à la rumeur d'après, je vais le dire très vite, c'est pour ça que les MacBook Pro actuels ne gèrent pas les écrans 5K et que les iMac 5K ne peuvent pas être gérés en écran externe. Et c'est pour ça qu'Apple n'a toujours pas renouvelé son écran. Rumeur d'après, On est en retard, allons-y. une baisse des ventes de l'iPhone. Non. Alors là, voilà, en fait, c'est ça que j'ai fait. J'aurais dû intervertir les étoiles. Voilà, D'accord. j'étais un petit peu... Attends, toi, tu disais, alors explique la baisse des ventes de l'iPhone, c'est-à-dire. Alors ça, c'est une rumeur qui provient, mais qui a aussi été corroborée par certains analystes. Visiblement, les livraisons d'iPhone 6S seraient plus basses que prévu pour ce qu'on pourrait appeler la période de Noël. On passerait de 80 à 75 millions. C'est pas une catastrophe, mais dès qu'on prête à Apple l'intention de baisser la capacité de ses chaînes de production, de ralentir un peu, de lever le pied, tout le monde s'enflamme parce que, comme l'a dit Rodrigo tout à l'heure, l'iPhone, c'est quasiment 60% du chiffre d'affaires d'Apple. Si l'iPhone s'écroule, la maison risque de s'écrouler avec. Oui, Voilà. on n'en est pas là, mais on aura tout simplement les chiffres lors du prochain résultat du trimestre fiscal. 5e et dernière rumeur. Ma préférée. Ah bah voilà. De nouveaux MacBook Air, peut-être, en tout cas. De nouveaux MacBook Pro, peut-être. En tout cas, de nouveaux MacBook, peut-être. En fait, on ne sait pas à quoi va ressembler la gamme des MacBook à partir du moment où le modèle le plus léger et le plus cher s'appelle MacBook, que le modèle qui est juste un peu moins léger mais qui est beaucoup moins cher s'appelle le MacBook Air, et que le modèle beaucoup plus cher et beaucoup plus lourd s'appelle le MacBook Pro. Il y a énormément de théories. Énormément. Soit Apple va sortir des MacBook Air Retina, Tout simplement. soit en fait ce sont des MacBook Pro qui rentrent dans un châssis de MacBook Air. Certes, tu as du mal à comprendre, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que le MacBook Pro Et va sinon, devenir l'iPad extrêmement Pro dans fort. tout ça. Ouais, c'est Moi, en je clair, le MacBook Air disparaît. Le MacBook Air risque de disparaître. En Voilà, tout cas, j'ai mieux compris. c'est le MacBook qui va gagner puisqu'on se retrouvait avec des MacBook Air qui auraient la même finesse que le MacBook, Ouais. avec des écrans un peu plus grands. Voilà, mon anniversaire est au mois de mai, le spécial event au mois de mars, ça colle. Bah écoute, on va voir. Merci Paul. Cette semaine, en partenariat avec ORLM, à l'occasion de son 10e anniversaire, Busy vous fait gagner 20 housses pour votre MacBook Pro ou MacBook Air, de la gamme La Robe. Il y a 10 robes La Robe classique, comme celle-ci, et 10 robes camouflées qui vous sont offertes. Vous pouvez même choisir les couleurs si vous gagnez. À la question, et la taille, hein. À la question qui vous sera posée en fin d'émission, soyez attentifs. La réponse va vous être glissée, ou vous a déjà été glissée. Hein. La robe de Busy, hein, c'est ces fameuses housses en néoprène qui protègent parfaitement votre MacBook des chocs et qui vous permettent de glisser votre ordinateur dans n'importe quel sac et pas un sac, je dirais, dédié sur mesure au transport d'un objet informatique. Donc merci à Busy. On continue donc sur le verdict 6 mois après du MacBook Retina avec un point important qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la connectique. Alors Paul, la connectique, on en a déjà parlé en préambule de cette émission parce qu'on est un peu parti dans tous les sens, mais c'est pas grave. On le disait, hein, ce qui manque, bon, c'est très bien d'avoir un connecteur unique, mais ce qui manque, c'est un hub. C'est vraiment un dock qui permet de brancher l'ensemble de ces périphériques. Apple, pour l'instant, se refuse à le faire, et pour moi, c'est vraiment dommage. Oui, c'est clairement dommage parce que c'est ce qui manque à cette machine pour être vraiment agréable à utiliser. Et je pense que le dock que tu appelles de tes voeux prendra la forme du futur écran Thunderbolt qu'Apple va probablement mettre à jour. Voilà une rumeur intéressante à lancer, Paul Rony. Mais non, mais parce que Apple avait vendu, rappelez-vous, le Thunderbolt Display comme le dock des MacBook Pro. C'est-à-dire que vous arriviez chez vous, vous branchez Thunderbolt, MagSafe, c'est fini. Maintenant, il n'y a même plus à brancher MagSafe. Ouais. Donc dès que le port USB-C, on en reparlera plus tard, intégrera le Thunderbolt. Non, on va en parler tout de suite. Et qu'Apple, on va en reparler tout de suite même, et qu'Apple sortira l'écran qui va avec, on aura ce dock. Après, tout le monde n'a pas forcément envie de dépenser plus de 1 000 € pour poser un écran de 27 pouces sur son bureau. Donc Apple pourrait effectivement aller un peu plus loin que l'adaptateur et proposer un joli petit dock sur lequel on puisse brancher Ethernet, disque dur, souris. Alors, comment c'est au quotidien l'USB-C Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que tu as l'impression de revenir des années en arrière du temps de l'iMac où il n'y avait qu'un seul port USB? Est-ce que tu es obligé de mettre au placard certains périphériques? Est-ce que, en clair, tu as ressenti une limitation d'avoir un seul port sur ton ordinateur? Un peu. En tout cas, il y a un accessoire qui ne m'a pas quitté durant tout mon test du MacBook, c'est l'adaptateur USB-C, USB-A, USB normal. Voilà. Lui, il est jamais sorti de mon sac. Il est indispensable. Lui, oui. Les gros adaptateurs VGA, HDMI, USB, USB-C, peut-être pas pour tout le monde, surtout qu'ils coûtent quand même 90 € pièce. Puis il manque encore des adaptateurs, notamment pour brancher un écran d'Apple. Pour brancher un DisplayPort, un écran DisplayPort, c'est pas exactement. possible. Hein. Et voilà, donc il y a encore du travail à faire du côté de chez Apple pour vraiment offrir la gamme de connectique digne
d'un pro ou d'un utilisateur avancé. Hein. On est bien d'accord. En tout cas, n'espérez pas vous balader sans adaptateur USB-C, USB-A. Lui, il est indispensable. Ouais, Lui, sans vraiment, même surprise. si, c'est peut-être le moment de le montrer, Ouais. Transcend a sorti cette jolie petite clé que je viens de découvrir, qui est d'un côté USB-C et de l'autre côté USB-A, USB normal, en USB 3.1. Elle est vendue en 16, 32, 64 Go. Comptez environ 50 €. Ça peut être un accessoire très utile. C'est-à-dire, en clair, c'est une clé USB universelle, en fait. D'un côté, il y a l'USB-C, donc tu mets tes fichiers USB-C. De l'autre, il y a l'USB normal, tu peux prêter la clé à quelqu'un. Voilà, Parce que, exactement. évidemment, si vous avez une clé USB-C, vous ne pouvez pas la mettre sur un PC classique. Alors, l'USB-C, on a fait des tartines à Apple depuis des mois. Est-ce que c'est vraiment l'avenir dans le monde PC? Est-ce qu'on voit émerger des produits de ce standard-là du côté des plateformes sous Windows, voire sous Android, Julien? Non, mais l'USB-C, c'est l'avenir. Ça ne fait aucun doute. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la machine arrive avec un seul port, premier problème. Et deuxième problème, elle arrive tellement en avance par rapport à l'écosystème que finalement, rien n'est prêt et rien n'est compatible. Mais je reste convaincu que l'USB-C, la connectique USB-C, est l'avenir et remplacera d'ici 2-3 ans l'ensemble des connecteurs USB type A, type B, micro USB, mini USB qu'on connaît depuis. T'as inventé, Julien Genet, et payé par Apple pour dire ça. Oui, alors écoute, tu me rappelles leur mail pour la compta parce qu'il y a longtemps que j'ai pas reçu leur virement. Je sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de gens qui reçoivent des virements d'Apple, je te rassure. Apple.com. Non, pour être plus sérieux, 30 secondes pour revenir sur le USB-C. Je suis convaincu que c'est l'avenir parce que c'est un connecteur universel. C'est un connecteur qu'on pourra retrouver sur sa tablette, qu'on pourra retrouver sur son smartphone, sur son ordinateur portable. Alors, question, Julien, est-ce qu'il a été adopté par d'autres plateformes? On sait que le Thunderbolt est un connecteur unique, il n'a pas été adapté par les autres constructeurs de... Ah, mais ça coûte très cher, le Thunderbolt. Oui, non, mais il n'a pas été adapté. Tu as déjà des PC de bureau qui ont des connecteurs USB type C. Ça commence à arriver. Ça arrive. Tu dois avoir quelques ordinateurs portables qui en ont. Tu as des smartphones avec connecteur USB type C. Ça arrive. Mais comme je le disais... Ce qui n'était pas le cas du Thunderbolt, qui était propre au Mac, même si c'est une invention Intel. Ça ne pullule pas au moment où la machine est sortie. C'était même l'inverse. Est-ce qu'il y a des royalties à payer comme pour Lightning? Non. Mais non. Non, c'est toujours l'USB IF, c'est-à-dire l'USB Implementer Forum. C'est libre de droit à partir du moment où tu t'inscris au programme USB IF. Non, il n'y a pas de royalties. Pour en avoir encore une fois discuté en amont en préparant cette émission avec des utilisateurs avancés qui l'utilisent depuis plusieurs mois, tu disais que tu ne te quittes pas l'adaptateur, mais il se perd beaucoup. Hein. Donc, oui, ça c'est vrai aussi. Apparemment, c'est un objet l'adaptateur USB-C qui se perd assez facilement. Mais l'USB-C, c'est un petit peu... comment dirais-je, Apple est membre de l'USB IF, si je dis pas de bêtises, et Apple a designé un connecteur qui s'appelle le connecteur Lightning, et bizarrement, quelques mois après, on voit le consortium USB proposer le connecteur type C. Peut-être pas tout à fait un hasard. Non, d'ailleurs, on va rappeler que Intel avait fourni 24 ingénieurs, Apple 18 et Dell 3, en gros. Pour donner quand même... Apple s'est beaucoup investi. Mais Dell a d'autres priorités en ce moment. Le connecteur type USB type C, c'est pour moi l'avenir du Lightning, sauf si Apple a cette tentation démoniaque de vouloir garder du Lightning pour la simple et bonne raison de demander des royalties, comme posait en question justement de Lightning. Pardon, Rodrigo, on t'a pas entendu. Ils ne le feront que pendant 9 ans après l'introduction de Lightning. Que pendant 9 ans, c'est gentil. Non, mais c'est vrai que le Lightning, il gagne beaucoup d'argent. Le connecteur d'avant dirait 9 ans. Ouais. Il gagne beaucoup d'argent avec le Lightning. On serait étonné qu'Apple le supprime des iPhones. Puis c'est quand même plus petit. Oui, mais ça c'est un détail. Mais c'est après une question de rendre un service aux utilisateurs. Et là, ils préfèrent rendre service à leur portefeuille. C'est étonnant. Oui. Par contre, ça peut être l'avenir chez Apple, l'USB-C, Paul, mais du Thunderbolt cette fois-ci. Tu peux nous développer ça? Exactement. Alors, ça me fait très plaisir que tu en parles parce qu'on l'avait évoqué, mais c'était pas sûr. Maintenant, c'est certain. Le Thunderbolt 3, on en est au 2, adoptera en fait le connecteur type USB-C. C'est-à-dire qu'en fait, dans un même port, vous aurez de l'USB, du Thunderbolt, de la vidéo, tout, absolument tout. Donc il y a déjà des rumeurs d'un Mac Pro qui n'aurait plus, comme on a actuellement au dos de la machine, 4 ports USB, 6 ports Thunderbolt, mais simplement 10 ports
type USB-C qui intégrerait les deux normes. Sur lequel on pourrait tout brancher, Mais un qu'est-ce que clavier, c'est une souris, une imprimante, un disque dur, Mais il y a un problème, Ouais. c'est que les câbles Oui. Thunderbolt se doivent d'être actifs. C'est-à-dire que par contre, les câbles ne seront pas universels. Ouais. Parce que Ouais, les câbles c'est des Thunderbolt, câbles- même s'ils ont le même connecteur que les câbles USB, coûteront plus cher. Ça risque d'être une jolie pagaille. En tout cas, c'est sûr, les MacBook Pro, les MacBook Air et le MacBook, les prochains, la prochaine génération qui, à mon avis, aura droit à un vrai nouveau design, il n'y a plus rien à part ça dessus. Certes, il y a encore quelques adaptations à faire et on y phase de transition, mais on peut penser qu'à terme, lorsque le connecteur soit adopté par tous, il y aura une relative uniformité. En attendant, il est clair, et ce sera pour conclure sur la connectique enfin ce soir, les utilisateurs aujourd'hui qui sont vraiment ceux qui sont presque des bêta-testeurs de l'USB-C avec le MacBook en payent le prix, hein, c'est pas pratique, il faut des adaptateurs. Il n'y a pas de dock, encore une fois, il faut un dock pour pouvoir tout brancher d'un coup. On en rêve, peut-être on lance une bouteille à la mer, un Griffin, un Macway, un Extreme Mac, faites-nous un dock pour pouvoir brancher d'un coup d'un seul tous nos périphériques sur le MacBook, mais vraiment un dock original, pas simplement une multiprise qu'on branche sur la USB-C. On parle maintenant du sujet qui a le plus fait couler d'encre autour du MacBook Retina, c'est la puissance. Il y a un revers de la médaille de cette extrême légèreté, de cette extrême ergonomie. Il n'y a pas de ventilateur, on l'a dit, on n'a pas dit d'ailleurs, il n'y a pas de ventilateur, c'est très agréable. Il n'y a pas de bruit, ça c'est pour le confort. Moi, mon MacBook, dès que je tire un peu dessus, il hurle à la mort. Là, c'est vrai que ça a été un vrai bonheur. C'est génial ça. Si vous regardez un film dans votre lit ou sur votre canapé, vous n'allez pas embêter votre moitié. Qu'en est-il de la puissance? Est-ce que véritablement cette machine est sous-dimensionnée pour un usage quotidien? Pour un usage quotidien, non, mais tout dépend de l'usage quotidien. C'est-à-dire que, Bureautique. par exemple, bureautique, pour moi, pour par exemple préparer l'émission, prendre mes cours, travailler, écrire de très longs textes, même faire un peu de mise en page dans InDesign, un petit peu de retouche photo dans Pixelmator, un petit peu de tout, ça va. Le problème, c'est que le processeur n'est pas en lui-même sous-dimensionné, c'est qu'il a une manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'il peut taper un petit sprint quand vous lui demandez de faire quelque chose, mais il est incapable de tenir un marathon. Voilà. D'où le refroidissement passif. C'est-à-dire que tant que le processeur va voir qu'il n'a pas trop chauffé, il peut se permettre d'excéder un petit peu une certaine limite thermique pour compléter la tâche plus vite. Dès qu'il va taper dans cette limite thermique, il va redescendre en fréquence très vite et c'est là qu'on sent un ralentissement. Ouais, c'est un iPad, quoi. Un petit peu, Non. sachant que l'iPad Pro est à 2,26 GHz, c'est que là-dedans, tu as de l'ARM l'ARM et de avant l'Intel. l'iPad. Hein, donc Il est sorti 6 mois avant c'est l'iPad. pour ça qu'on fait 6 mois avec le MacBook Retina. On ne peut pas imaginer d'autres usages que des outils bureautiques, sachant que, encore une fois, en discutant avec des gens qui l'utilisent beaucoup en bureautique, ils disent mais quand tu lances beaucoup d'applications en même temps, même en bureautique, ça rame un petit peu quand même. Hein. Faut être patient. Faut être patient. Par exemple, moi, j'avais essayé de faire un petit montage sur Final Cut avec. Il le fait. Parce que Voilà, c'est un Mac. 1 il GHz pour il le est, Final Cut, je souhaite bien du plaisir. quand il même, est compatible. Ouais. Mais voilà, il est compatible. Mais c'est alors ce qui me paraît important de dire, c'est que c'est un processeur Core M. Voilà ce que C'est, j'essayais de dire. Ouais. C'est un processeur double cœur, donc il n'y a que 2 cœurs. C'est un processeur qui est annoncé comme consommant et dégageant 4 watts, ce qui permet effectivement d'avoir un refroidissement passif. Simplement, et comme l'a très justement dit Paul, dès que la machine va s'échauffer un petit peu, la fréquence va tomber drastiquement, avec Et on va perdre en performance. un écart qui est juste phénoménal, parce que la fréquence maximale possible lorsque la machine est froide, c'est 2,9 GHz, je crois. 2,4 sur le modèle de base. Mais Oui, ouais, t'as raison 2,9 pour pour le le haut haut de de gamme gamme. au prix réservé aux habitants de Dubaï, oui, effectivement. Oui, et quand tu chauffes trop, tu vas descendre dans le gigahertz. Donc tu vas perdre énormément en fréquence et donc en puissance. C'est aussi ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est une architecture qu'on appelle Broadwell chez Intel. C'est du 14 nanomètres pour la fabrication. Le problème, c'est que c'est pas la meilleure puce d'Intel, que cette puce a pas mal de soucis de conception, notamment du fait de sa gestion de ses capacités thermiques, et que Apple a dû attendre assez longtemps finalement que cette puce sorte et s'est aperçu peut-être que elle n'était pas à la hauteur des promesses d'Intel, et je pense que ce MacBook qui est arrivé un peu tard, donc non seulement on ressent qu'il n'y a pas assez de puissance dedans,
Mais Apple saura se souvenir qu'Intel les a un petit peu plantés sur ce produit en particulier. En clair, ça nous rappelle encore une fois ce qui s'est passé. L'histoire se répète chez Apple avec les ultra portables. Ce qui est arrivé avec la première génération de MacBook. Laisse-moi l'expliquer, Julien. Cette première génération de MacBook Air, lorsqu'il est arrivé, où vraiment la puce était hyper sous-dimensionnée, on pouvait quasiment rien faire avec, sans parler du disque dur, mais ça c'est une autre affaire. Est-ce que, Julien, concrètement, pour donner des motifs de satisfaction, est-ce que l'histoire va se répéter à nouveau pour le MacBook Retina par rapport au MacBook Air avec des puces, là vraiment qui vont répondre aux attentes des gens, des utilisateurs d'ultra portables sur Mac? Est-ce que les prochaines générations de Core M vont pouvoir vraiment répondre aux besoins en matière de puissance et pouvoir monter, on refait le Mac, sur un MacBook Retina? Je ne sais pas si tu me montreras on refait le Mac, mais oui, clairement, ça ne peut que s'améliorer. Et les nouvelles micro-architectures d'Intel devraient répondre à ça dans les 6 mois, 1 an à venir. Oui, ça va s'améliorer, c'est évident. Merci Julien. On est arrivé à peu près au terme, on a fait à peu près le tour de la machine, Paul. Essayons de lister ensemble ce que tu estimes qu'il manque sur cette machine. Quels sont les manques du MacBook Retina? On l'a dit en préambule, le dock, ça on est à peu près d'accord, une solution pour vraiment accueillir et brancher l'ensemble de ces périphériques, ça va arriver, mais c'est vrai qu'Apple devrait montrer l'exemple. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué au quotidien dans cette machine? C'est un choix tout à fait personnel et c'est pas un manque en soi. Moi, ce que j'espère très vite, c'est son grand frère. Voilà, parce que c'est une très jolie machine, mais 12 pouces, c'est un peu petit. Ce qui m'a vraiment manqué, je dois vous dire que le ventilateur ne m'a absolument pas manqué pour le coup. Je veux bien le croire. Ça, c'est absolument génial. Ce qui m'a manqué, évidemment, tu le sais, c'est un vrai port USB, mais bon, l'écosystème USB-C est en train de naître. Le Thunderbolt, parce que c'est quand même une connectique qui peut être pratique. Voilà, le fait de se dire que cette machine est quand même extrêmement dépendante d'un point d'accès Wi-Fi. Quand même. Et ce qui m'a manqué aussi, et on n'en a pas parlé, on va juste faire un petit mot dessus parce que c'est important, Apple annonce 9 heures d'autonomie pour cette machine sur son site web. Ce n'est pas vrai. Cette machine tient 6 heures. Max. C'est un Core M. Voilà, c'est un tiers de problème. Ouais. Donc elle tient 5-6 heures. C'est-à-dire que moi, que mon MacBook Pro que j'ai Tu rentres ton badge d'Apple Campus, Paul. Hein. Pardon ? Il va falloir que tu rentres ton badge à l'Apple Campus. Voilà, Tu je vois qu'on ne reçoit pas de chèque de la part d'Apple. Donc ça méfiez-vous. Et en plus, c'est une batterie qui n'est pas une lithium-ion, c'est une lithium polymère. Et elle se dégrade plus vite. Il y a eu des problèmes sur une série de MacBook. Il n'y a pas encore eu de rappel, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un. La batterie perdrait les 20% qu'elle est censée perdre sur 5 ans. Très très rapidement après l'achat du Mac, donc soyez très vigilants. Si vous en achetez un, n'hésitez pas à télécharger une application comme Coconut Battery et à bien vérifier que votre batterie conserve sa capacité de charge initiale parce que c'est fragile. Milliampères. Ce qui manque aussi peut-être, c'est plus de stockage. Exactement. Si on veut travailler, et en plus, quelle est l'alternative? Il n'y a pas de solution. Avec Cloud Drive, bien sûr, mais il faut avoir un point d'accès. Un point d'accès Wi-Fi assez. C'est pas si ça court pas vraiment les rues. Et quand tu es à la fac, je suis pas sûr que tu aies un point d'accès Wi-Fi qui assure. Et donc, en clair, il faudrait simplement un disque dur plus gros interne. Apple a déjà fait un effort, c'est-à-dire que cette machine de base, alors on va juste faire un petit rappel, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, 1499 €. Modèle de base, 1799 pour 8 Go de RAM, 512 Go de SSD. Apple a fait un effort, c'est-à-dire que les MacBook Air et les MacBook Pro sont vendus avec 128 Go de base. Là, on est à 256. Oui. C'est gentil, les mecs. Mais si maintenant, vous pouviez monter encore un petit peu, parce que mine de rien, quand on est passé au SSD, on a gagné en vitesse, mais qu'est-ce qu'on a perdu en stockage? Et 256 pour mettre film, cours, présentation, ça peut parfois être un peu juste. Voilà. 256, c'est la limite basse, vraiment. Et puis, encore une fois, ce qui est le plus gros défaut au quotidien lorsque tu utilises, si tu voulais par exemple l'utiliser pour faire un refait le Mac, c'est tout simplement sa webcam qui est vraiment pas digne d'un ordinateur de ce prestige-là. Ah oui, on va le rappeler. 720p, 720p, 720p dans ta... Voilà, pour la 480p. C'est une honte. Ouais. C'est pas de la HD sur la webcam du MacBook Retina. On ne l'utilisera pas pour faire un refait le Mac, en clair, sauf Rodrigo, on est en HD. Rodrigo, tu peux prendre un MacBook Retina. Les gens le savent. Si vous avez l'habitude d'appeler des gens en FaceTime, ils savent quand vous utilisez un MacBook ou votre iPhone, tellement d'un coup l'image est moche. Donc ça, voilà, ça c'est pas très cool. Sinon, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Je trouve que c'est une jolie machine, c'est sympa de l'avoir fait tout en métal, vraiment, c'est cool. La pomme rétroéclairée, c'est pas un vrai manque. Le clavier est très bien. Je pense que les MacBook Pro auront peut-être droit à un petit peu plus de courses et ce sera pas un mal parce que parfois, quand même, ça fait bizarre. Le trackpad, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Voilà, en gros, c'est une machine qui a du potentiel. Donc, est-ce qu'il faut l'acheter aujourd'hui? Ça, on le dira plus tard. Mais voilà, c'est une machine, gardez ça en tête, qui a du potentiel et qui représente un petit peu l'avenir.
Puis en mars prochain, on arrivera au 1 an du MacBook, quasiment, hein, du MacBook Retina. Donc on peut penser qu'il y aura une mise à jour. On verra si elle a répondu, comme a répondu en son temps les évolutions du MacBook Air. On a vu que la génération 2, voire plutôt la génération 3, a eu un énorme succès parce qu'effectivement, elle répondait véritablement aux attentes. Tout simplement parce que le Pros était suffisamment puissant. Ça ne dépend pas uniquement d'Apple. Il faut que tous les composants arrivent à maturité. On sent que c'est une vision d'avenir. Tu le disais en préambule. L'avenir du Mac, ça tend plutôt vers ça, un produit ultra mobile dans lequel on n'a pas besoin de se balader avec le chargeur. Il n'y a plus de MagSafe, hein, on l'a pas dit, mais il n'y a plus le chargeur pas bien, ça. magnétique. Mais d'un autre côté, tu n'as pas besoin de le charger tout le temps, sauf qu'il ne tient pas forcément 9 heures. Hein. Alors, s'il tenait ces 9 heures promises, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que j'imagine que le use case parfait, c'est l'utilisateur qui part de chez lui à 8 heures du matin. Et le soir, le branche comme son iPhone. Exactement. Et qui ne bosse pas à la maison. Sauf que ce n'est pas le cas. Et que franchement, parfois, tenir une longue journée de cours avec, c'est pas top. Et là où tout le monde, il y a forcément quelqu'un dans l'amphi qui a un chargeur MagSafe, personne n'a un chargeur USB-C, le câble est court. Et si tu n'as pas le tien sur toi et pas une prise à proximité, ça peut faire bizarre. Ouais. Par contre, le chargeur est à peine plus gros que celui d'un iPad Pro. Habile transition avec l'iPad Pro. Au moment où le MacBook Air, le MacBook Retina, c'est dur à dire. C'est vrai que dans les appellations d'Apple, on s'y perd un peu parce que Air, ça exprime la légèreté, serait plutôt dédié à ce type de machine-là. Au moment où le MacBook Retina est sorti, l'iPad Pro n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un vrai dilemme. Que faut-il choisir? Tu as les deux depuis quelques mois, quelques semaines maintenant, pour l'iPad Pro en tout cas. Regarde, si on les met vraiment à côté l'un de l'autre. On a bien compris qu'en matière de puissance, il vaut mieux plutôt investir dans un vrai MacBook Pro. Certes, il est un peu plus lourd, mais vous aurez vraiment un rapport puissance, ergonomie, prix bien supérieur. Qu'en est-il de l'iPad Pro cette fois-ci? Bah écoute, l'iPad Pro, moi je m'y suis fait. C'est une machine qui rencontre beaucoup de succès. Pour la bureautique. Hein. Ah ouais, alors attention, oui, on parle de bureautique et on parle aussi un petit peu de création. C'est-à-dire que pour dessiner, même pour faire, vous le verrez dans mon coup de cœur, de la mise en page, plein de choses. Parfois, j'hésite, je me dis, mais lequel je prends en fait, là, tout de suite, lequel je prends? Alors si je sais que j'ai vraiment un très long texte à taper... Ah, c'est problème de riche. Voilà, c'est ça. Oui, il faut dire que Apple nous met à disposition les produits pour les MacBook. essayer. Ouais, voilà, mais c'est vrai que si tu avais acheté le MacBook Retina, tu ne te poserais pas la question. Ah, clairement pas. Mais voilà, l'iPad Pro, c'est une très bonne machine pour faire de la bureautique et c'est, à mon avis, une bien meilleure machine de divertissement que ne le sera jamais ce MacBook. Voilà, alors entre les deux, que choisir? Ça dépend de ce que vous faites. Franchement, pour un étudiant, l'iPad Pro, ça peut aller. Pour moi, en tout cas, ça va. J'ai pris des cours entiers dessus, j'ai fait de la mise en page, j'ai imprimé des trucs. Après, voilà, le problème de l'iPad, c'est que pour le coup, tu n'as même pas le droit à un adaptateur pour brancher une imprimante. C'est soit tu rentres à fond dans l'écosystème et ça marche, soit tu n'y es pas et ça devient une expérience absolument horrible. Alors qu'avec le MacBook, tu as quand même cette possibilité de te dire je vais brancher l'imprimante, je vais filer ma clé USB. C'est un serveur, un explorateur de fichiers, voilà. C'est quand même indispensable aujourd'hui quand on travaille dans une entreprise. Mais encore une fois, pour travailler dans une entreprise sans Ethernet, notamment dans certaines entreprises françaises, je demande à voir, parce qu'il y a encore des entreprises qui disent mais le Wi-Fi c'est interdit chez nous, monsieur. Ah, bon, et du coup, juste par curiosité, Paul, l'iPad Pro, tu l'utilises avec un clavier ou pas? Non. La prise de courant? Non, parce que justement, on peut faire une petite comparaison marrante. Voilà. Donc je ne sais pas si on voit la taille des deux claviers. Alors on va les monter. Tiens, je garde l'iPad Pro. Garde l'iPad Pro. Voilà. Et tu vas mettre le MacBook Retina à côté. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais le clavier de l'iPad Pro est quand même très spacieux. Et ouais, il est aussi large qu'un clavier d'origine mécanique d'Apple. D'accord. Voilà, donc c'est plus confortable, mais ça reste quand même un écran dur, un écran tactile. C'est quand même mieux d'utiliser un clavier digne de ce nom. Moi, ça ne me dérange plus. En fait, vraiment, il est tellement grand que ça ne me dérange vraiment plus. Remets-le un petit peu le clavier. Oui, par contre, tu perds quand même la moitié de l'écran. Hein. Voilà, c'est là. Tu perds quand même la moitié de l'écran en surface d'affichage, puisqu'il est occupé par le clavier. L'avantage d'utiliser un vrai clavier mécanique. Il y a, je pense, plein de claviers qui vont sortir si celui d'Apple ou le Logitech ne vous suffit pas. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'Apple ne va pas, encore une fois, et on le dit à chaque émission, vers la vision de Microsoft de l'hybridation, donne deux visions différentes en matière d'ultra-portabilité pour les professionnels ou pour ceux qui veulent faire de la bureautique, mais ça reste encore pour des usages assez basiques. Faire du montage vidéo, encore une fois, sur un iPad Pro, même si iMovie le fait très bien. La 4K dans iMovie, c'est impressionnant. Ouais, mais tu peux pas monter en refait le Mac, il faudrait une version iOS de Final Cut, qui sait, peut-être que ça va arriver. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous rappelle le concours pour remporter les 20 housses Be-Easy, la robe offerte par notre partenaire. Je rappelle que Be-Easy fête son anniversaire et c'est justement la question que vous pose notre partenaire cette semaine. La question, elle est simple, la voici, c'est quelle est
Quel est le nombre de bougies que souffle cette année Be-Easy? Quel est le nombre de bougies que souffle cette année Be-Easy? Donc pour emporter ces 20 robes Be-Easy offertes par notre partenaire, il suffit de répondre via Twitter à cette question via le compte Be-Easy. Alors le compte Be-Easy sur Twitter, soyez attentifs, c'est Be-Easy Bags, il s'est inscrit sur l'écran, et vous rajoutez l'hashtag ORLM, le compte Be-Easy Bags et l'hashtag ORLM. Il y a 20 exemplaires à remporter, 10 modèles de robes camouflées et 10 modèles classiques la robe. Vous, les gagnants pourront choisir la taille, la couleur, le modèle. Faites-vous plaisir, c'est Noël et Be-Easy vous fait plaisir et c'est son anniversaire, donc c'est la fête pour tout le monde. Merci à eux. On passe tout de suite à nos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Rodrigo. Alors, vous savez que c'est bientôt Noël? Oui, c'est donc là, c'est maintenant, même si on enregistre cette émission. Et vous croyez qu'on peut faire un cadeau à l'humanité? Je suis sûr, si tu as un gros chéquier. Ouais, moi j'ai plein de copains qui confondent Tu travailles chez Facebook, non? le E et le ER. Ah oui, plein. Je pointe mon doigt vers personne là, tu vois, mais même des journalistes, ouais, je sais bien. Je me suis coupé E ou je me suis coupé ER. Une fois sur deux, il se trouve. Donc il y a quelques règles de base comme ça qu'on n'a pas compris. Je vais vous donner la règle. Mettez un verbe du troisième groupe. Je me suis vendu ou je me suis vendre. Si je me suis vendu, c'est E, accent. Je me suis vendre, c'est EER. Eh bien, quand vous ne savez pas comment conjuguer un verbe, il y a une petite appli vachement sympa. C'est l'appli Becherel pour votre iPhone. Moi, je vous la conseille et vous allez faire des heureux cette année pour Noël. Donc l'appli Becherel pour iPhone pour enfin conjuguer comme il faut et avoir ses anti-flèches dans la poche. C'est bien ça, Rodrigo? C'est top. Merci, Rodrigo. Julien, de ton côté, ton coup de cœur ce soir? Donc comme j'étais un petit peu à court de coup de cœur, ça sera plutôt un coup de gueule des circonstances. Toute récente et de circonstances, d'Apple qui nous a sorti une housse avec batterie intégrée pour son iPhone. Est-ce qu'elle est moche? Je regarde, j'essaie de comprendre le concept. D'abord, je voudrais savoir, est-ce que Johnny Ive travaille toujours chez Apple? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Johnny Ive C'est son Paul Ronny qui a fait ça. Valider ce projet? Non, est-ce que c'est le projet d'un stagiaire, d'un Paul Ronny de l'équipe design d'Apple, ouais. Alors, pour comprendre, on a une housse en silicone, souple, dans lequel derrière il y a un gros embonpoint, comme vous pouvez le voir à droite, qui correspond simplement à une batterie qui a été collée au dos. C'est vrai que c'est assez étonnant, c'est assez... Alors, c'est pas beau, c'est extrêmement cher parce que c'est quand même vendu 119 € TTC. Ah oui, quand même. Oui, 119 € TTC. Apple ne documente pas la capacité sans pot de vaseline. Sans pot de vaseline. Par contre, je crois qu'ils annoncent le nombre d'heures supplémentaires. Si, Julien, on la connaît, la capacité maintenant. Oui, parce que je crois que The Verge a publié ses 1800... Non, et quelques, ouais, donc tu as 83% d'autonomie en plus. Ouais, mais c'est un détail, c'est un détail, les enfants. Ce qui est loin d'être parmi les standards du marché. Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est quand même ce design, quoi. Voilà. Ce design est pas beau. Je comprends pas. Et surtout, quand on nous voit, pose la question du perfectionnisme de Johnny Ive. Où est-il passé? Parce qu'il y a quelques exemples très récents dans l'histoire d'Apple. On ne va pas très loin. La recherche du stylet sur l'iPad Pro et ce genre de petits détails, ou encore on voit le souci du détail et tout le pataquès que ça représente de faire autant d'une machine aussi fine. Donc en termes de recherche et développement, de production, vraiment les efforts qui sont faits chez Apple pour rendre possible cette machine aussi fine. Mais t'as pas vu la coque batterie du MacBook, t'inquiète. Et puis, on verra la coque batterie de ça. Et puis on vous sort ça, on se dit mais attends, là je comprends plus l'ADN et la philosophie de la marque. Et surtout, c'est quand même un terrible aveu qui est de dire finalement, oui, vous avez peut-être raison, l'autonomie de notre flagship de smartphone n'est peut-être pas si bonne que ça, donc du coup, vous avez peut-être besoin de j'irai pas jusque-là. On sait qu'aujourd'hui, il y a un marché des batteries florissant et simplement Apple veut le capter, mais on s'attendait d'une marque comme Apple d'un peu plus d'originalité, non seulement en matière de fonctionnalité. On sait qu'il y a des batteries connectées aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Bon, elle affiche, iOS affiche évidemment, comme il y a un port Lightning, en temps réel, la capacité de la batterie restante. Bon, c'est pratique, mais c'est vrai qu'on aurait voulu qu'Apple soit un peu plus original en matière de design, et c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. Le seul argument qu'on peut trouver, c'est la prise Lightning, c'est ça. C'est tout. C'est ça, oui. Alors que les modèles concurrents nécessitent un port micro USB. T'as pas besoin d'enlever l'iPhone de la housse pour le recharger, ou pour recharger les deux. Du coup, effectivement, c'est un point positif. Maintenant, si quelqu'un d'Apple France peut répondre à ma question, est-ce que tu ne répondras pas. À superviser, d'Apple tout court, à superviser ce projet, je serais intéressé de connaître la réponse. Et puis, quand on connaît
je ne vais pas faire le vieux combattant, le vieux con ce soir, mais quand on sait le souci détail qu'avait Apple, À mon époque. et Steve Jobs en particulier, qui était prêt à réveiller un graphiste d'Apple à 3h du matin parce qu'un logo d'OS 10 ou de iOS ne lui satisfaisait pas et qu'il fallait changer, que ça l'empêchait de dormir. Je ne sais pas, là j'avoue, je ne comprends pas, mais je pense qu'Apple veut vendre à tout prix et veut faire du chiffre à tout prix pour les fêtes. C'est sûr qu'ils vont vendre des camions, mais je préférais un modèle un peu plus original. Ouais, je sais pas s'ils en vendront tant que ça. Non, ouais, parce que les Mophie sont mieux. Hein. Oui, les Mophie sont mieux, mais l'attractivité de la marque, j'ai peur qu'à force de faire comme ça, ils habillent un peu la marque en sortant des produits qui ne sont pas dignes de la marque, tout simplement. On passe maintenant au coup de cœur de Paul Rony. Alors Olivier, moi mon coup de cœur cette semaine, c'est une application pour mon superbe iPad Pro, puisque vous vous êtes moqué de moi en disant qu'on ne pouvait pas s'en servir pour remplacer un ordinateur. Je maintiens le contraire. Oui. On peut remplacer un ordinateur avec cet objet. C'est pour ça que tu as mis un fond d'écran de macOS. De macOS 7, parce que regarde, ça tient pile, il y a la petite pomme en haut, j'adore. Ouais. Et mon application de cette semaine, c'est Adobe Comp. Alors, c'est une application que vous avez sans doute déjà vue, puisque Adobe Comp a été présenté à la keynote de présentation de l'iPad Pro. Vous voyez la vidéo. Elle est même sortie avant. Hein, voilà, elle est même sortie avant, mais là, de mise en page. Sur l'iPad Pro, elle prend une autre dimension. Et qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de faire de la mise en page, de commencer un projet pour le finir après, effectivement, sur un ordinateur, mais ça permet d'essayer plein de choses, c'est vraiment ultra agréable, ça marche super bien. Vraiment optimisé pour les écrans tactiles. Et pour l'iPad Pro, ça marche super bien avec le Pencil. Le Pencil prend toute sa dimension avec ce genre d'application. On reparlera de Procreate. Mais je n'ai pas mon Pencil. Non, d'accord. Et regardez en plus. Oui, parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour le ranger, donc forcément on l'oublie. Voilà, une belle démonstration. Mais non, mais c'est parce qu'on va être très honnête, c'est celui que tu m'avais prêté. Oui, mais même moi je l'ai oublié aussi, donc tu vois, il y a quelque chose à travailler du côté des fabricants d'accessoires. Je vais petite surprise, dans mon Adobe Comp, qu'est-ce qu'il y a? Ma Coffee Talk, c'est ton blog. C'est la première maquette du futur magazine de ma Coffee Talk, voilà, avec le sommaire. Donc on espère vous présenter ça très très vite. Bon, je te présenterai mon directeur artistique aussi, tu auras quelques cours de mise en page. Merci. Non, c'est très chouette. Donc effectivement, on peut travailler, et surtout si tu te mâches le travail, hein, c'est bien ça. C'est ça, exactement. Tu as des blocs prédécoupés, enfin voilà, c'est assez étonnant. Je ne suis pas sûr qu'on soit encore prêt à faire avec Riad par exemple, mais c'est vrai que c'est un outil de transition assez intéressant. C'est plus un concurrent de Page, hein, on peut le dire, qu'InDesign aujourd'hui. Hein. C'est clairement ça. Après voilà, ce que je voulais dire, et c'est assez intéressant, bientôt, pour moi la suite Adobe, à part InDesign, n'existe plus. J'ai remplacé Photoshop par Pixelmator. Après, voilà, je suis pas un graphiste. Quoi que tu as la version de Photoshop aussi qui tourne assez bien. Hein. Voilà. Et j'ai remplacé Illustrator par Graphics. Et tout ça marche à la fois sur OS 10, iOS, les licences sont bien moins chères. Voilà, je vous les conseille aussi. Il faut laisser la chance au produit, il faut laisser la chance au produit dans la mesure où il faut laisser du temps à ce que les applications arrivent, que les accessoires arrivent. C'est valable pour le MacBook Retina et c'est valable également pour l'iPad Pro. C'est aussi valable pour l'Apple TV. On a consacré une émission. On était assez déçus du fait qu'ils ne pouvaient pas lire tous les formats de fichiers, qu'il fallait installer Plex, des serveurs, d'avoir des NAS assez puissants pour lire tous ces formats de fichiers. Et heureusement est arrivé Infuse. Infuse, l'application qui est bien connue d'iOS pour pouvoir lire ces DivX et MKV qui sont stockés sur son Mac ou sur un NAS, eh bien, elle est désormais compatible pour l'Apple TV. Elle scanne automatiquement votre réseau, elle scanne ce qu'il y a sur votre Mac, sur votre NAS, sur votre box ADSL si on avait une et qu'elle est compatible du PNP. Et automatiquement, la liste de vos films s'affiche à l'écran, mais c'est pas tout, c'est un vrai Media Center. Il y a à la fois la liste, mais aussi l'affiche, le synopsis. Vous accédez éventuellement aux sous-titres et vous pouvez même aller les chercher directement depuis l'Apple TV si vous ne les avez pas préchargés. Enfin, véritablement, c'est ce qu'on aurait aimé qu'Apple fasse en standard. Évidemment, ils préfèrent louer et vendre des films, mais c'est bien de laisser quand même la possibilité à l'utilisateur d'avoir le choix. Et grâce à Infuse, c'est enfin possible. Et c'est vrai que là, d'un coup, l'Apple TV a beaucoup plus de charme et c'était vraiment le maillon manquant. Infuse, alors allez-y, téléchargez-le, c'est gratuit, donc faites-vous plaisir. La version payante coûte 9,90 €, la version Pro, elle vous offre, en plus, si vous êtes un fan de home cinéma, le Dolby 5.1, le DTS et j'en passe. Si vous voulez avoir vraiment le son home cinéma, cher à Rodrigo, c'est la version Pro qu'il vous faut, mais même 10 €, c'est vraiment ces données et l'ergonomie est top. La mise en page est vraiment identique à celle de l'Apple TV classique, donc n'hésitez pas, Infuse sur l'App Store. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 210e numéro de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine Rodrigo dans cette émission et sur son Twitter @Rodrigo. C'est bien ça, Rodrigo? C'est absolument ça. Et sur mon Instagram aussi, tiens, nouveauté.
Sepulveda, RSEPULVEDA. Ah bah la maquilleuse peut en parler. Ouais, notre maquilleuse qui est une star de la semaine dernière, alors, lorsqu'on a enregistré l'émission sur le plateau de grand plateau de Dailymotion, et on a eu beaucoup de Stormtroopers sur ton Instagram, c'est normal, vous avez été nombreux à le suivre, merci à vous. Un petit peu le gimmick de l'émission de la semaine dernière. Julien, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac, ou presque, et tous les jours sur Club X, c'est bien ça Julien? C'est exactement ça, Olivier. Bien. Il y a quelque chose de prévu pour les vacances de Noël de particulier qui sera en ligne? Oui, du repos pour bien mériter. Du repos Non, en ligne. on a effectivement plusieurs tests qui sont encore dans les tuyaux. On devrait vous parler de l'iPad mini 4 avec un peu de retard prochainement, ou encore de la Surface Pro 4 prochainement également. Qui se fait un petit peu, qui est aussi la grande nouveauté du côté obscur Tout à fait. de la Force chaque semaine. Mais la force n'est pas obscure. Oui, c'est des circonstances, puisque Star Wars est sorti la semaine dernière. Autre personnalité que vous retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac avec beaucoup de plaisir, c'est bien sûr Paul Renier. On a encore quelques émissions d'ici à la fin de l'année, tu seras avec nous? Mais avec grand plaisir. Soyez au rendez-vous, on va essayer de faire quelques rétrospectives comme chaque année, de tirer un bilan de cette année tech qui a été très riche encore une fois. Beaucoup de produits, beaucoup de lancements de produits. On essaye de revenir de manière régulière dorénavant sur ce que vaut vraiment les produits une fois qu'on les a eu vraiment depuis longtemps. Le verdict du MacBook Retina est assez mitigé, Mais plutôt positif. mais quand plutôt même. positif dans l'ensemble, mais quand même peut mieux faire en termes de puissance. C'est ça. Il est quand même beaucoup plus intéressant sur l'iPad Pro, c'est intéressant, ça nous offre vraiment des perspectives intéressantes. Rendez-vous dans 6 mois pour le verdict de l'iPad Pro. À la semaine prochaine, au revoir.